Bonjour, ici Nada Esteban, créatrice et organisatrice du sommet francophone des entrepreneurs de leur vie, une série de vidéoconférences pour vous aider à prendre votre vie en main et créer une vie que vous aimez. Et aujourd'hui, nous avons à nos côtés une jeune, très jeune entrepreneur, Rebecca Sfedge, qui va justement continuer sur cette lignée de partager des outils, des clés, des leviers pour vous aider à prendre votre vie en main, pour oser vous lancer, pour oser changer, pour oser être qui vous voulez être. À défaut d'avoir eu une vocation, Rebecca Sfedge rêve de permettre à chaque jeune de trouver sa voie d'acteur de changement afin qu'il/elle fasse de sa singularité une force pour trouver sa place dans la société. Encore étudiante, elle a alors cofondé une école de l'innovation sociale au sein même de son école. 5 ans après, cette communauté interdisciplinaire de 500 jeunes est présente dans 8 écoles et porte le doux nom de Noise. En parallèle, elle développe l'association Coexister à Paris pour œuvrer au vivre ensemble par le biais de l'interreligieux. Elle accompagne aujourd'hui de jeunes porteurs de projets dans le développement de leur potentiel et de leur impact en tant que coach, conférencière et formatrice. Rebecca fait partie des conférenciers internationaux TEDx avec son intervention sur l'empowerment et le bonheur. N'attendez pas votre place, créez-la. Et la suite? Rebecca lance un incubateur de talents, une communauté de coachs, conférenciers, formateurs et mentors pour aider les jeunes leaders à construire leur vocation tout au long de leur vie en orientant leur potentiel singulier vers des enjeux de société. Bonjour Rebecca, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps pour cette interview aujourd'hui. Avec un grand plaisir. Je suis vraiment ravie de t'avoir à nos côtés pour le sommet francophone des entrepreneurs de leur vie. Surtout après ta belle intervention lors du TEDx Talk sur oser changer le monde. J'ai vraiment beaucoup été inspirée par ta présentation et donc suite à ça, j'ai fait quelques recherches sur toi et j'ai été encore plus inspirée par ton parcours et aussi par le fait que, sans vouloir te stigmatiser, tu es la plus jeune des intervenantes sur ce sommet. Donc c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel nous reviendrons au cours de l'interview. Alors, je vais démarrer directement avec ma première question, et c'est la question fil rouge, la question que je pose à tous les intervenants. Qu'est-ce que prendre sa vie en main pour toi et comment cela se traduit au quotidien pour toi? Une très très belle question, tu as bien fait de la poser à tout le monde. J'espère qu'on va être différents dans nos réponses et qu'en même temps, vous trouverez des points de congruence pour vous aider à construire vos vies. Alors pour moi, être acteur de sa vie, c'est d'abord se poser des questions. Se poser la question, qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Vers où je veux aller? Oser se demander quel est le parcours qu'on veut avoir et oser se donner les moyens aussi de le construire pour sortir un peu des schémas classiques habituels, soit que la société attend de nous, soit que nos proches attendent de nous, et vraiment voilà, avoir ce courage même de se dire qui suis-je, où vais-je, comment j'y vais, oser rêver, oser avoir de l'ambition, croire en soi, croire en ses capacités à être, croire en ses capacités à pouvoir briller et à pouvoir apporter quelque chose de différent au monde que ce que les autres peuvent apporter, parce que moi je suis vraiment convaincue que chaque personne est un trésor, qu'il a ses talents, qu'il a ses passions, et que c'est son identité propre qui peut amener le plus beau en fait aux autres et à la planète. Et donc comment ça se traduit au quotidien chez moi? Déjà je me pose énormément de questions. C'est Einstein je crois qui disait j'ai une question à toutes vos réponses. Je pense que je suis un petit peu comme Einstein. Je me pose voilà, vraiment énormément de questions et en même temps, comme dit Mathieu Baudin de l'Institut des futurs souhaitables, eh bien, une question, c'est aussi un appareil à réponse. Et donc, du coup, avoir le courage aussi de douter, c'est quelque chose qui parfois est assez sage, même si parfois c'est pas accueilli par tout le monde parce que ça peut être vu comme de la naïveté, comme de l'ignorance. Moi, je pense au contraire que c'est une preuve de sagesse, que c'est aussi une ouverture d'esprit, que c'est aussi la capacité à s'enrichir des connaissances de l'extérieur, des avis extérieurs, de pas rester buté.
et puis d'évoluer même soi-même par rapport aux croyances qu'on a établies à un certain moment, d'être capable voilà, de grandir, d'évoluer, de changer d'avis. Donc voilà, je pense que je commence par vraiment me poser énormément de questions et par aller chercher les réponses, à la fois en y réfléchissant avec beaucoup de monde, en allant chercher les réponses auprès d'experts. Et quand je dis experts, c'est pas forcément quelqu'un qui a étudié le sujet ou qui est reconnu publiquement pour ça, mais simplement chez des personnes où je vois qu'il y a une sensibilité proche de la mienne. L'état d'X aussi joue énormément pour moi dans ces réflexions. Et puis c'est aussi aller chercher les réponses dans la pratique. C'est bien de réfléchir, c'est aussi vachement bien de faire. Parce que c'est quand on est dans l'action que vraiment on se rend compte de ce qu'on n'aime pas, les gens avec qui on a envie d'être, les gens avec qui on n'a pas envie d'être. L'action nous transforme aussi et on transforme la réalité en agissant. Donc voilà, on trouve énormément de réponses, je trouve, dans la théorie, dans les réflexions et aussi beaucoup dans la pratique. Donc moi j'essaye autant que possible d'être à la fois dans de l'introspection, d'être dans l'introspection personnelle et de renouveler cette introspection tout au long de ma vie avec différentes techniques. Et le coaching m'aide beaucoup en ce sens-là. Et puis aussi d'agir, d'identifier des projets, des actions, des collectifs dans lesquels je reconnais, qui attisent ma curiosité et dans lesquels je m'engage à mon échelle pour avoir un impact qui me correspond et dans lequel en fait je m'épanouisse et qui me permettent d'apprendre plus de choses sur moi et donc sur mes prochains engagements pour me réinventer et puis évoluer tout au long de ma vie. Merci Reg. C'est ma réponse courte. Bon, on fera la réponse un peu plus longue une autre fois. Pour la deuxième édition du sommet. Alors, j'avais une question par rapport au slogan de l'association que tu as notamment participé à créer, donc Noise. Le slogan, c'est Do It Yourself, avec le It entre parenthèses. Même Change It Yourself. Change It Yourself. Change it. Avec le It entre parenthèses. Oui. Qui est proche du Do It Yourself plus répandu. Ouais. Oui. Et donc l'idée c'est justement c'est l'importance de se trouver, de se changer soi-même pour pouvoir aussi participer au changement du monde. Alors comment fait-on pour se changer soi-même? Alors déjà, bravo pour la traduction, parce que nous, on a du mal à le traduire, ce change it yourself. Alors, on met des parenthèses, en anglais, c'est tout de suite plus pratique. Excuse-moi. Donc ouais, bravo pour la traduction et le change it yourself, se changer soi pour changer le monde, et même pour aider les autres à se changer. C'est vraiment une philosophie cœur de notre association du Noise qui m'a énormément appris. C'est vraiment devenu une de mes philosophies de vie. Qui part vraiment du constat qu'en fait chaque personne a une valeur, a des valeurs et qu'elle peut en grandissant faire grandir le monde avec elle-même. Et c'est vrai que pour moi ça m'a vraiment appris en termes d'empowerment parce que avant de connaître le Noise, avant de contribuer à ce mouvement avec 500 jeunes maintenant, j'étais beaucoup plus négative, beaucoup plus dans la plainte, beaucoup plus dans je voyais beaucoup plus ce qui n'allait pas et je me plaignais sans forcément savoir comment m'y prendre. Et en fait, cette philosophie du change it yourself, ça m'a permis vraiment de me rendre compte que chaque problème pouvait être vu comme une opportunité et que ça dépendait vraiment du regard qu'on portait sur la vie, sur les faits, sur les gens, et qu'on pouvait tout de suite voir le bon dans toute situation. Et maintenant, je sais que chaque fois que je vois un problème, je me lance tout de suite le challenge de OK, en quoi ça peut être une opportunité pour toi dans la vie. Et systématiquement, c'est un travail qui est hyper intéressant et qui rend tout beaucoup plus optimiste et beaucoup plus enthousiasmant, etc. Et donc l'idée de voir chaque problème comme une opportunité de grandir, d'apprendre, de rencontrer, de se challenger, de se renforcer, en fait ça permet de prendre conscience de son pouvoir d'action sur le monde. Parce que s'il y a un problème et qu'on a le pouvoir de s'en rendre compte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ça veut dire qu'on a le potentiel de contribuer à une solution. Et ça, c'est quand même un pouvoir incroyable.
que chacun a, parce que justement chacun a un environnement direct et un vécu personnel qui nous permet de mieux comprendre certaines situations. Et donc chaque personne, par rapport à simplement sa vie quotidienne, est capable de savoir comment cette situation pourrait être améliorée et a les capacités et a le talent et a le potentiel d'améliorer les choses. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment l'empowerment, je trouve jamais l'équivalent en français à nouveau, mais je trouve que c'est Équivalent assez fort. voilà. Je sais qu'il y a l'empuissamment, des choses comme ça qui un peu choquent un peu les oreilles. Donc désolé pour les francophones qui entendront cet anglicisme, mais voilà, moi je trouve qu'en termes d'empowerment, c'est quelque chose qui me motive énormément parce que du coup, je suis beaucoup plus positive, beaucoup plus confiante en mes capacités aussi à améliorer les choses dans ma vie personnelle pour ne pas subir en fait l'environnement extérieur ou l'accomplissement, enfin les faits d'autrui, mais plutôt pour dire ok, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mon propre bonheur, personne d'autre n'en est responsable, je ne m'appuie sur personne d'autre pour être heureuse, même si je prends tout soutien avec un immense plaisir. Mais voilà, je suis moi-même responsable de mes besoins, de mon bonheur, et comment est-ce que je fais pour les respecter, les servir, les nourrir et grandir. C'est aussi ma responsabilité, et en premier lieu ma responsabilité, de savoir y répondre. Et donc voilà, cette philosophie, c'est un peu une dynamique de vie qui me permet d'être plus positive, plus active, je pense, d'avoir plus d'impact aussi, et puis de bien me positionner sur ce que je suis capable d'accomplir. Parce qu'il y a aussi cet effet dans l'engagement, il y a plusieurs freins à l'engagement aujourd'hui chez les jeunes en particulier, et il y a notamment cette impression d'impuissance face à l'ampleur des enjeux sociétaux actuels. Et notamment, là, j'ai la chance d'être à New York en ce moment et j'ai visité le siège de l'ONU hier. Merci de m'avoir rejointe pour cette excuse-moi. Et j'ai eu la chance de visiter le siège de l'ONU et en fait, ils présentaient justement les 17 objectifs de développement durable de 2030 et en fait, ils avaient vraiment eu la précision de définir ces thèmes qui nous permet de vraiment voir les enjeux sur lesquels on peut être acteur. Et moi, j'ai eu ce côté de waouh, il y a tous ces problèmes-là, j'en avais conscience, mais quand tu lis tous les détails et quand tu vois tout le récapitulatif depuis 1945 de tout ce qui a été mis en place, rien que par l'ONU, parce qu'il y a énormément d'acteurs aujourd'hui, mais rien que par l'ONU, il y a un sentiment de coupage enfin moi ça m'a coupé la respiration de me dire waouh tout ce qui se passe et moi qu'est-ce que je fais là-dedans et j'ai eu une espèce de culpabilité de en fait je fais rien du tout alors qu'il y a des problèmes partout c'est scandaleux bon, je me suis un peu flagellée en mode mais ça va pas du tout. Et puis après, je me suis dit, attends, Rebecca, tu parlerais jamais à quelqu'un d'autre comme ça. Donc, l'estime de soi, ça passe d'abord par une parole impeccable envers soi-même. Hop, on change de discours. Et donc, j'ai plutôt regardé ce que je faisais déjà de bien. Et c'est un conseil que je donne aussi à ceux qui peuvent nous écouter aujourd'hui. C'est pour accroître aussi son estime de soi, c'est regarder ce qu'on fait bien et ce qu'on a déjà comme ressources plutôt que de regarder ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on fait mal. Parce que c'est en faisant mieux ce qu'on sait déjà faire et ce qu'on aime déjà faire qu'on va grandir et apporter d'autant plus. Et donc, du coup, j'ai essayé d'incarner un petit peu plus cette parole sur moi-même. Et donc, j'ai regardé ce que je faisais déjà, justement, sur l'enjeu d'éducation, avec le NOI, sur l'enjeu d'égalité homme-femme, avec le mouvement Lean-In de Sheryl Sandberg que je conseille sur le leadership féminin, sur l'égalité avec coexister, dont je pourrais parler juste un peu après. Et du coup, voilà, de simplement se dire, ok, qu'est-ce que je fais déjà qui contribue aujourd'hui à rendre les autres et le monde meilleur et comment est-ce que je peux faire un peu mieux. Et du coup, voilà, ça m'a un peu aidé à me dire, voilà, ils ont eu le mérite voilà, de séparer des grands enjeux interconnectés. Et peut-être que chacun peut aussi se renseigner sur ces grands enjeux et les objectifs qui sont donnés à 2030
à 2030 et voir voilà quel est l'enjeu qui me parle le plus, Ouais. où est-ce que je me sens le plus à l'aise, où est-ce que je me sens le plus touchée, où est-ce que je sens que je peux plus contribuer, et puis réfléchir à des premiers petits pas possibles pour contribuer, ou des pas suivants d'ailleurs, parce que je suis sûre que tous ceux qui nous regardent ont déjà fait beaucoup de choses et qui s'en rendent même pas compte, que ce soit à une échelle familiale, amicale, à l'échelle de sa ville, de son pays, international. Enfin bon, là, je suis sûre qu'il y a des gens incroyables qui nous regardent, et je leur fais des coucous et des bisous. Et voilà, de se demander, ok, de tout ce que je fais, qu'est-ce que je préfère faire, dans quoi est-ce que je suis plus reconnue par les autres, qu'est-ce que je fais avec le plus de plaisir, et est-ce que ça vaut pas le coup de plus m'investir là-dessus, peut-être de plus me centrer là-dessus, ou peut-être créer plus de liens entre les différents engagements que je peux avoir pour plus m'épanouir et plus apporter à la société. Donc voilà, je vous encourage si vous cherchez dans vos engagements, si vous cherchez du sens, comme on dit généralement, même si ça reste un peu flou justement, pour préciser un peu cette quête de sens, regardez un petit peu ces enjeux et le contenu de ces enjeux et ce vers quoi on veut aller, parce que les objectifs ont quand même été précisés, quelles initiatives il existe déjà sur ces sujets, parce qu'il y a énormément de solutions qui existent déjà aujourd'hui, et l'enjeu c'est surtout de les aider à passer à l'échelle, à se développer pour que ça résolve des problèmes à un niveau plus large, plus que forcément de devoir être de devoir avoir une idée incroyable, de devoir initier des projets fous. Moi, par exemple, ça fait à peu près 5 ans que je suis engagée au sein du Noise, et c'est une initiative dans laquelle je suis passionnée, à laquelle j'ai énormément apporté. Pour autant, je ne suis pas initiatrice de cette association. C'est Maëva Tordo qui a initié cette association presque un an avant que je la connaisse. Et c'est parce qu'elle a eu cette singularité-là d'avoir ces idées concrètes, et parce que moi j'avais une autre posture qui était une posture organisationnelle, de développement, etc., qu'on a su être complémentaires en fait avec plein d'autres contributeurs, et qu'on a pu unir nos forces et partir de son idée, qui a été aussi voilà, co-construite avec d'autres personnes tout aussi brillantes, et du coup donner plus d'impact à ce projet. Et notamment j'ai travaillé beaucoup sur le développement de cette association qui aujourd'hui est présente dans 8 écoles en France, et qui fait d'autant plus de projets, aide un maximum de jeunes aujourd'hui en France à trouver leur voie d'engagement et à trouver du sens dans leurs études et dans leur vie en général. Donc voilà, c'est ne pas forcément entrer dans une case ou dans ce qui est reconnu par ce dont on a l'impression qui est reconnu par les autres, mais plutôt se poser la question, ok, qu'est-ce que j'aime faire, et qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je fais facilement, pourquoi est-ce que je suis reconnue par les autres, et puis voilà, essayer avec des micro-engagements peut-être pour commencer, pour pas se faire trop peur, pour pas tout casser autour de soi, voilà, rester un peu dans sa zone de confort et en sortir un peu en prenant quelques risques pour se permettre d'évoluer en fait, parce que et voilà, il y a une petite citation comme ça que j'avais repris dans mon TEDx notamment, qui était un bateau est en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour ça qu'il a été créé, le bateau. Il n'a pas été créé pour rester dans le port, il a été créé pour naviguer, pour explorer, pour découvrir. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été créé, c'est pour profiter de la vie, pour découvrir le monde, pour apprendre des autres, apprendre sur soi. Et moi, c'est ce qui me fait vibrer dans la vie. Même si parfois je suis en gros flip parce que ma zone de confort, je la vois plus, et il faut vite que je la retrouve. Mais voilà, je pense que c'est un équilibre à trouver justement entre son confort, ce qu'on connaît déjà, et puis ce vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on doit apprendre pour y arriver, sur quel domaine est-ce qu'on doit se dépasser, qui peut nous aider à nous dépasser, comment est-ce qu'on se protège face aux peurs qu'on a en s'éloignant de sa zone de confort, parce que c'est normal d'avoir peur, c'est normal, c'est hyper normal d'avoir peur et d'avoir des doutes, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, et il faut pas en avoir honte, faut pas refouler, en tout cas c'est ma perception, hein, je ne prétends absolument pas avoir la vérité, mais plutôt présenter mon point de vue. Moi je pense qu'on gagne
à accueillir ces émotions comme elles viennent, plutôt que de les enfuir dans un petit coin parce que ça ne va pas disparaître en fait. Voilà, d'accueillir ces émotions, ces sentiments et d'essayer de les comprendre pour pouvoir réagir et pour pouvoir en faire une force en fait. Parce que si on a peur, la peur c'est aussi quelque chose qui protège en fait. Si on a peur, ça veut dire qu'il y a un danger pour soi. Et ça peut vouloir dire que c'est une peur qu'il faut éviter. C'est une voiture qui arrive à toute vitesse, je suis pas sûre qu'on a envie d'être arrêté. En revanche, il y a des peurs qui peuvent être stimulantes et qui peuvent nous aider à avancer. Et c'est des peurs qu'on gagne à maîtriser, à prévenir, à anticiper. Et voilà, et moi, ce qui m'aide quand j'ai des émotions contradictoires ou quand j'ai peur de faire des choses que j'ai envie de faire, c'est simplement de prendre un petit cahier, de faire 2 colonnes, enfin même 3 colonnes, allez, pour les plus courageux d'entre vous, et de mettre une colonne peur, et mettre des mots sur ces peurs, mettre une colonne intention, qu'est-ce que je veux mettre à la place de cette peur, et une case protection. Quelle action je peux mettre en œuvre pour me protéger et pour me permettre d'aller vers cette intention en évitant le phénomène qui me fait peur. Et donc avec ce tableau finalement assez simple, ça nous permet de dépasser parfois nos peurs avec plus de sérénité. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, le travail, il se fait aussi sur cette peur-intention, parce que ça demande une petite introspection, être capable de mettre des mots sur ses émotions, de les reconnaître, de les accepter. Et un outil qui est assez utile pour moi là-dessus, c'est la communication consciente, la communication bienveillante, qui repose sur la CNV, la communication non violente, qui permet de partir de faits, d'émotions, de besoins, et enfin de formuler une demande concrète pour mieux se connaître, mieux communiquer avec les autres et mieux vivre ensemble globalement. Donc voilà, je vais pas vous faire un cours de communication. Mais je te laissais parler parce que c'était très intéressant, donc du coup, je ne vais surtout pas couper. C'est gentil. Je lance juste la piste pour que ça t'intéresse plus creuser Sylvie. Oui, plein de pistes, c'est bien justement pour qu'après chacun puisse aller chercher sur internet et voir ce qui lui convient le mieux, d'explorer, d'expérimenter, d'adopter ou au contraire de ne pas adopter si ça ne lui convient pas. Ça me plaît pas, au moins voilà, je l'ai juste passé rapidement et on va pas vous saouler avec plus d'informations. Alors, je voulais te demander, Rebecca, donc justement, pour être acteur de sa vie, dans cette démarche justement d'être acteur de sa vie et acteur du changement, être jeune comme toi ou comme moi, est-ce un handicap ou est-ce un atout? Alors, très bonne question. Il y a une réponse générale et une réponse personnelle. La réponse générale, tout est une affaire de croyance. Ça peut être un handicap si on pense que c'est un handicap, et ça peut être une force à partir du moment où on est convaincu que c'est une force. Il y a vraiment quelque chose de très fort autour de ce qu'on croit en fait, parce que notre cerveau va en fait sélectionner les informations dans la réalité qui vont valider les croyances qu'on a. Donc, par exemple, moi, en fait, j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses très vite avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi ou que j'estimais beaucoup plus compétents que moi, etc. Et j'alliais aussi la compétence à l'âge, l'expérience, etc. Donc pendant plusieurs années, en fait, j'ai vécu ma jeunesse, mon âge, comme un handicap. Je me disais toujours, de toute manière, je suis la plus jeune, donc je sais moins bien que les autres. De toute manière, je suis la plus jeune, donc je suis pas crédible. De toute manière, je suis trop jeune, donc je ne suis pas légitime. De toute manière, je suis trop jeune, donc c'est qu'ils doivent pas comprendre ce que je suis et que j'ai un syndrome d'imposteur en permanence. Voilà, donc j'avais vraiment ce sentiment-là de je m'auto-limitais par pure croyance que j'étais jeune, que du coup je pouvais pas faire certaines choses et que je pouvais pas être reconnue pour certaines choses et ça me limitait. Du coup, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, à titre perso, avec mon coach, avec les autres, en m'identifiant à d'autres jeunes qui faisaient des choses dans lesquelles j'avais pas l'habitude de voir des jeunes. Pareil, en voyant d'autres jeunes faire des TEDx, en voyant d'autres jeunes créer des boîtes, en voyant d'autres jeunes
fonder des familles en voyant d'autres jeunes. Enfin, c'est vraiment dans tous les domaines, mais vraiment, c'est pas l'âge qui va limiter ses objectifs, en fait. C'est soi-même. Oui. C'est chacun qui s'auto-limite et qui se fixe son cadre, en fait. Donc, par exemple, moi, je travaille dans une école aujourd'hui, USCP Europe, où je suis responsable de l'entrepreneuriat étudiant. Ça fait 2 ans, et l'année dernière, donc c'était ma première année, et je coordonnais un programme d'entrepreneuriat pour des jeunes qui avaient à peu près mon âge, ou qui étaient plus jeunes que moi. Au début, ça a été quand même difficile pour moi de me dire que j'allais donner des cours dans une école, avoir quelque chose à apporter à des gens qui avaient mon âge. Et donc, en fait, je me suis enfermée là-dedans et j'ai créé une barrière entre eux et moi pour créer une distinction. On est jeunes, mais je suis dans l'équipe pédagogique, vous êtes des étudiants, etc. Parce que j'avais l'impression que c'était, en fait, que c'était la norme. En fait. Moi, j'ai toujours été dans des écoles où il y avait des jeunes, il y avait des profs qui étaient plus vieux, et puis il y avait une distance. Ouais. Et en fait, bon, ça s'est bien passé, etc. Sauf que j'étais pas complètement moi-même, en fait. Parce que justement, je ne suis pas cette professeure de 40 ans, je ne suis pas je suis quelqu'un qui fait des blagues, je suis quelqu'un qui parle avec son propre vocabulaire, avec son argot, avec justement mon dynamisme, avec ma personnalité, en fait. Et en essayant de rentrer dans cette posture de personnes plus expérimentées, plus âgées, souvent masculines aussi, parce qu'il y a beaucoup de modèles masculins. Donc en fait, je rentrais dans une posture qui n'était pas pleinement la mienne, aussi parce que c'était le début, que je cherchais mes marques, et que c'est ce qui m'a permis de trouver mes marques. Donc ça, c'est un premier bon point. Et du coup, cette année, c'était la 2e année où j'avais trouvé mes premières marques et où j'ai décidé de le faire à ma façon, à mon style. Et aujourd'hui, je coordonne toujours ce programme et je le fais beaucoup plus à ma façon. Je m'autorise mes blagues auxquelles parfois ils rigolent pas, et c'est ok. Je m'autorise mon vocabulaire à moi, je m'autorise mon format à moi, mes outils à moi. Je coordonne mes étudiants sur Facebook. Ils me contactent aussi sur mon téléphone perso. Je suis là pour les accompagner à titre personnel, justement pour leur donner un parcours un peu plus personnalisé. C'est quelque chose qui est important pour moi. Je les coach sur leurs projets. Je leur parle beaucoup plus de ma vie à côté de mon travail à l'école, parce qu'à côté de ça, je suis aussi slasher entrepreneur, donc c'est pertinent pour moi de leur donner à voir mon expertise à mon niveau, bien sûr, mais mon expertise en tant que jeune à laquelle ils puissent s'identifier, justement, puisqu'on est jeune, on rencontre aussi les mêmes problèmes, on rencontre aussi les mêmes solutions, parfois les mêmes façons d'aborder, même s'il y a une grande diversité de la jeunesse. En tout cas, j'ai transformé ce qui pour moi était un handicap de la jeunesse plutôt en force, de pouvoir s'identifier, de pouvoir se comprendre, de pouvoir être un lien, finalement, un intermédiaire entre la sphère étudiante et la sphère académique. Et c'est une posture dans laquelle je prends beaucoup plus de plaisir, où je vois beaucoup plus pourquoi c'est intéressant que ce soit moi qui soit à ce poste-là et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant que ce soit moi plutôt que quelqu'un de plus âgé, etc., etc. Et donc du coup, voilà, dès qu'on déconstruit une croyance qu'on a, dès qu'on fait tourner une croyance qu'on a, on fait changer sa réalité. Et donc je vous invite aussi, vous, à vous interroger sur quelles sont vos croyances limitantes. Très bien. Merci beaucoup, Rebecca. Merci beaucoup pour tous les outils que tu as partagés, ton retour d'expérience et tout, qui, je suis sûre, vont inspirer beaucoup d'internautes qui sont présents aujourd'hui, et donner avec tant de chaleur et de générosité aussi, je tenais à le préciser. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette interview avec toi, et je te dis à bientôt.
Donc au revoir Rebecca et merci, merci, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont écoutés avec attention et j'espère que ça aura effectivement pu vous aider à avancer dans vos réflexions et dans vos projets. Et voilà, je vous souhaite de beaux projets et surtout une très très belle vie à vous. Voilà. À vous. Merci. Alors avec Rebecca, nous avons 2 questions pour vous. Quels sont les points clés que vous avez retenus de son intervention et qu'est-ce que vous allez mettre en place dès maintenant dans votre quotidien? En ce qui concerne le récapitulatif, donc malheureusement on n'a pas pu diffuser l'intégralité de l'interview avec Rebecca parce qu'il y a eu des soucis techniques à la fin de l'interview, mais par rapport à les points sur lesquels elle est intervenue, je retiens un certain nombre de leviers, j'appellerais ça comme ça, des leviers pour changer, pour évoluer, pour agir sur sa vie. Et notamment, donc, le fait de se poser beaucoup de questions et les bonnes questions. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on a revu chez les autres intervenants. Elle travaille aussi beaucoup sur son introspection personnelle, donc de manière à mieux se connaître. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a retrouvé, hein. Bien se connaître, c'est une règle d'or, hein, comme le disait aussi Jean-Luc Ludry. Elle prend des initiatives, donc elle ose faire le premier pas, elle ose faire des choses, elle est dans l'action. Son engagement bénévole, donc son engagement bénévole, c'est clairement pour elle un levier pour se développer personnellement. Elle travaille aussi sur le développement de son estime d'elle-même, donc notamment aller voir quelles sont ses ressources, les apprécier, les reconnaître, voir ce qu'elle a déjà fait de bien plutôt que de se dire ah, j'ai pas fait ça et de voir l'immensité des choses qu'elle pourrait faire ou qu'elle devrait faire. Donc déjà, elle apprécie ce qu'elle a déjà mis en place et ses propres ressources. Se faire accompagner, donc effectivement, Rebecca n'hésite pas à faire appel à des personnes extérieures pour se faire accompagner, à demander de l'aide, que ce soit des mentors, des coachs ou autres. Et elle travaille aussi continuellement sur ses croyances, donc ça c'est aussi une thématique récurrente au sein du sommet. Donc voir ce qu'elle peut modifier, les croyances qu'elle peut modifier, ces croyances notamment qui la limitent dans son développement, pour pouvoir adopter des croyances qui soient beaucoup plus ressources, beaucoup plus boostantes pour justement prendre sa vie en main. Pour le challenge, ce que je vous propose, c'est une pratique que j'ai apprise de Tim Ferriss, donc l'auteur de La semaine des 4 heures, qui a fait un TED Talk, une conférence TED en 2017 sur définissez vos peurs plutôt que vos objectifs. C'est une pratique qui me semble intéressante d'intégrer dans ce sommet hein, sur le sujet des peurs, sur oser mettre les choses en place, oser se lancer. Pouvoir dépasser ses peurs. Alors, donc, il suffit donc de prendre un papier et sur la première page de votre feuille, vous allez faire 3 colonnes. Donc là, je vous explique rapidement, mais vous aurez tous les détails sur votre mini-guide. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le mini-guide. Je vais vous mettre aussi le lien du TED Talk. Comme ça, vous pouvez aussi écouter la conférence TED en français. Ça va aussi bien vous donner le contexte et il donne aussi des exemples qui sont très rigolos. Donc sur la première page, 3 colonnes. Dans la première colonne, donc c'est définir. Vous allez écrire toutes les pires choses qui pourraient se passer, tous les pires scénarios qui pourraient se dérouler, voilà, par rapport à peut-être créer une entreprise. Deuxième colonne, éviter. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour éviter que ces choses se produisent. Troisième colonne, réparer. Et si vraiment les pires scénarios se produisent, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour réparer? Donc ça, c'est la première page. La deuxième page, c'est quels seraient les bénéfices si justement vous vous mettiez à essayer ou ne serait-ce qu'une réussite partielle, quels en seraient les bénéfices? Et troisième page que je trouve vraiment très pertinente, c'est quel serait le coût de ne pas agir, de ne pas faire, de justement suivre vos peurs. Quel serait le coût? Voilà, donc là c'est vraiment, je vous précise très rapidement le challenge, mais vous trouverez le détail dans votre mini-guide. Et je vous invite à essayer cette pratique et voir ce qu'elle peut vous apporter dans votre quotidien.
Voilà, c'est la fin de cette intervention. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à venir interagir avec les autres participants du sommet sur le groupe Facebook du sommet. Et je vous dis à la prochaine interview. Au revoir.